Alors nous aurons l'intervention d'un chercheur qui s'appelle Carlos Moreno, qui a développé notamment l'idée d'une Human and Smart City, et on l'a bien redit ce matin, l'humain reste au cœur de tout. Nos territoires vont être de plus en plus numériques, mais surtout humains. Et donc j'appelle Carlos Moreno à me rejoindre pour nous faire un exposé introductif. Et puis après votre intervention, Monsieur Moreno, merci d'être là. Je suis contente de voir que vous êtes arrivé sans encombre de Paris. Et puis, après votre intervention, nous demanderons aux acteurs de Grand Est de venir prendre place et de partager aussi leurs actions, leurs idées, leurs solutions pour faire de nos villes en Grand Est des territoires smart et humains. Monsieur Moreno, quels sont les défis auxquels nos territoires ont à faire face pour le futur, pour préparer le futur ? Eh bien, merci beaucoup pour cette invitation. Merci Marie pour ton énergie, ton dynamisme et donc l'organisation de cette magnifique journée. Et donc je salue l'ensemble des élus, des maires qui sont ici présents et bien sûr tout le public qui se donnait rendez-vous aujourd'hui. Je suis donc très honoré de démarrer cette journée en introduisant la problématique concernant le territoire qui, hélas, les hasards de circonstances et des calendriers se trouvent aujourd'hui au cœur de pas mal des réflexions et d'actions, notamment avec les divers événements qui se sont produits, qui se produisent encore dans notre pays. Donc, je voudrais vous transmettre plusieurs messages qui me sont très chers. Marie le disait tout à l'heure, et vous le rappelez, concernant ma vision sur la technologie au service de l'humain et l'humain placé dans les territoires. Je viens donc du monde de la technologie, puisque le concept de Smart City, j'ai participé en tant que pionnier, avant même que ça s'appelle le Smart City, quand on a évoqué les concepts de ville numérique et durable, et qu'on a traduit ça également par des réalisations avec de la technologie qui ont un certain succès. Mais j'ai développé depuis, vous l'avez rappelé, cette idée donc de Human Smart City, c'est-à-dire l'humain au cœur de nos préoccupations. Et je l'ai écrit à multiples reprises, j'ai l'honneur et le plaisir de parcourir le monde pratiquement sans cesse. Des jours, j'ai fait 3 continents, toujours attiré, motivé par cette volonté de comprendre et d'anticiper les grandes mutations territoriales. Je veux vous dire que souvent la technologie a fait un faux chemin en se positionnant comme la solution à des problèmes qui, avant tout, sont d'une très grande complexité et qui mettent d'abord l'humain au cœur de nos préoccupations. C'est quoi un territoire? Un territoire, c'est un lieu dans lequel les hommes et les femmes ils vivent, déjà pour satisfaire des besoins essentiels. Il y a, quelle que soit la taille de la ville, du village, de la mégapole, de la hyper-mégalopole, de la hyper-région, 6 fonctions essentielles que tout humain doit accomplir dans les territoires où il est. C'est loger, travailler ou produire, c'est nourrir, s'approvisionner, c'est soigner, accéder à l'éducation, à la culture, s'épanouir. Ces 6 fonctions essentielles, ça constitue le cœur de ce qui représente donc la qualité de vie de l'humain quand ces 6 fonctions sont optimisées. Et quels sont les états qui peuvent rendre quelqu'un heureux quand il habite dans un territoire? Il y a 3 états, quelle que soit la taille du territoire, quel que soit l'endroit où il habite. Ils sont être moi en harmonie avec moi-même et les miens, mes proches, ma famille, être moi en harmonie avec les autres, mes voisins, mes collègues de travail, ceux que je côtoie dans la rue. Il y a un 3e état qui est celui d'être moi en harmonie avec l'environnement, ce qui m'entoure, la biodiversité, les animaux naturels, les climats. Donc quand on croise ces 6 fonctions essentielles et ces 3 états de l'homme, on a alors un fil de fer qui nous permet d'imaginer des solutions qui viennent à ce moment-là conforter ce qu'on appelle en fait la haute qualité de vie sociétale, qui est la seule chose qui nous intéresse aujourd'hui, quelle que soit la technologie qu'on est aujourd'hui avec nous. Et donc, comment dans nos territoires, aujourd'hui, ce concept de Human Smart City peut faire avancer le chemin? Aujourd'hui, pour pouvoir avancer sur ce chemin-là, il faut qu'on ait une vue décloisonnée
une ville ouverte, une ville des convergences. Quand Marie m'a demandé de donner une phrase pour cette intervention, je lui ai dit « Osez la métamorphose ». Je dis « Osez la métamorphose », chers amis, je l'ai dit hier à Toulouse, devant le président des France urbaines, je l'ai dit à Jean Rodner il y a une semaine à Strasbourg quand nous avons inauguré la chaire Grand Est, je l'ai dit à Delhi il y a 10 jours, je l'ai dit à Marrakech il y a quelques jours encore, en disant que ce n'est plus le temps de réfléchir aux transitions. On en a beaucoup de transitions en cours. La transition écologique, bien sûr, la transition numérique au cœur. Je parle également des transitions urbaines. Mais la transition, c'est un clair-obscur, c'est-à-dire un no man's land. C'est ce que disait Gramsci avec des lettres de la prison. C'est les moments où un monde qui doit mourir n'arrive pas à mourir. Il y a un monde qui doit émerger, n'arrive pas à émerger. Et entre les deux, on crée ou on développe des monstres. Donc, je l'ai dit haut et fort, je vous le redis aujourd'hui, et c'est pour ça que j'ai écrit « Oser la métamorphose ». Ce n'est plus le temps de penser les transitions, c'est le temps d'agir pour les transformations. Et quelle est la transformation première qui doit être au cours de nos préoccupations tous les jours? C'est la transformation territoriale. Et c'est quoi la transformation territoriale? C'est comprendre que d'un côté, oui, le monde est devenu urbain. Oui, 2% de la surface de la planète est occupée par 54% d'urbain. Oui, aujourd'hui, les phénomènes métropolitains, les phénomènes de l'urbanisation, le fait urbain est une réalité et il est irréversible. Oui, nous devons prendre en compte le fait que ces métropoles génèrent de la richesse, génèrent 75% d'émissions de CO2, consomment 70% de l'énergie, mais génèrent également 80% de la richesse. Les 20 principales villes françaises représentent un peu moins de 2 millions de pauvres. Et donc, la réflexion qu'on doit mener, c'est de se dire que le phénomène de la pauvreté, ce n'est pas uniquement un phénomène d'un mal-être dans la ruralité, d'un mal-être donc dans les campagnes. C'est un phénomène également urbain. 65% des pauvres vivent dans les villes. C'est quoi la pauvreté? Le salaire médian en France, c'est 20 000 € par an. Ça fait donc 1 000 € par mois. Ça veut dire que, donc aujourd'hui, 14% de la population française, c'est les chiffres de l'UNICEF des inégalités, sont des pauvres. Et encore, on enlève 8%, sinon ça serait à 22%, puisque ces 8% échappent au seuil de pauvreté par les allocations sociales existantes dans notre pays. Sinon, ça serait 22%. Donc aujourd'hui, la problématique, elle est avant tout, quel est le lien entre ces mondes urbains, quel est le lien avec les villes moyennes, quel est le lien avec les petites villes, et quel est le lien avec l'ensemble des territoires dont se trouve la région, le département et l'ensemble de communes au cœur. Et c'est pour ça que j'ai dit que la création de la Smart City, ça ne doit pas être donc une vision technocratique, technologique, technocentrée. Avant tout, nous devons travailler ensemble, en convergence, pour oser cette métamorphose qui consiste à créer ensemble de la valeur économique, de la valeur sociale et de la valeur écologique. Si nous ne créons pas de la valeur dans cette convergence, nous faisons une fausse route. Créer uniquement de la valeur économique, nous créons des villes et des territoires sans âme. Créer uniquement de la valeur sociale, nous créons du territoire et des villes d'assister. Et créer uniquement de la valeur écologique, c'est créer uniquement des villes et des territoires de bobos. Les grands challenges aujourd'hui, c'est pouvoir développer non pas un produit intérieur brut des États, mesuré par la croissance économique versus la dette, mais pouvoir développer un produit urbain territorial, un PUT, avec un PUB, un produit urbain brut, qui, lui, puisse gérer ces indicateurs de la triple création de la valeur sociale, économique et écologique. Et c'est là où la technologie se trouve au cœur de toutes les mutations qui doivent aujourd'hui avant tout être des transformations. Un start-upper disait il y a un instant, on vous donne de temps parce que c'est précieux. Eh bien, chers amis, ce qui est précieux aujourd'hui, et il a raison, quels sont les nouveaux enjeux dans nos territoires? Pourquoi il y a autant de détresse aujourd'hui qui s'expriment ici ou là? Parce que cette transformation de nos 6 fonctions essentielles et de nos 3 États, on est très en retard. Pour qu'on fait beaucoup de déplacements inutiles, parce qu'on n'en a pas une notion de vie polycentrique, de territoire, d'hyper-proximité, parce que l'hyper-proximité, c'est la capacité d'accéder à moins d'un quart d'heure, à moins de 20 minutes,
Au pire, en moins de 30 minutes, aux 6 fonctions essentielles que j'évoquais tout à l'heure, tout en étant dans les 3 états, en disant « je suis heureux, moi, avec les miens, avec mes collègues ». Donc cette hyper-proximité, c'est la capacité de rayonner. Quels sont aujourd'hui les enjeux? Non pas se battre pour une meilleure mobilité par rapport à des déplacements inutiles. Je l'ai dit, je les caricature, je vais à l'extrême. La meilleure mobilité que nous pouvons connaître, c'est l'immobilité. C'est-à-dire quand on n'a pas à se déplacer, c'est parce qu'on le veut et pour le plaisir. Il faut quitter les mobilités subies pour aller vers des mobilités choisies. Et aujourd'hui, quelles sont les nouvelles batailles qui se présentent en face à nous? Quoi que l'on dise, quelle qu'elle soit la manière comme on implémente des taxes ou pas des taxes, ici ou là, oui, le changement climatique est un enjeu majeur. Chers amis, j'étais avec Cristina Figueres hier, donc elle a été l'artisane de la signature des accords de Paris. Cristina m'a envoyé un message ce matin en disant « Carlos, ça fait 3 ans, jour par jour, qu'on a signé l'accord de Paris. C'est un échec aujourd'hui, 3 ans après la COP24. » J'ai discuté hier avec mes amis qui sont donc à Katowice, et effectivement, on est loin des comptes. Oui, c'est une réalité. Quand on voit le monde à l'horizon des 10 ans, des 20 ans, des 30 ans, le réchauffement climatique, les plateaux continentaux du Grand Est que j'ai étudiés, ici où nous sommes, si nous sommes aux 3 degrés, nous serons à 40 degrés, 45 degrés dans des périodes estivales entre 2040 et 2050. C'est ça l'héritage que nous allons laisser à nos enfants. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la problématique territoriale, la transformation des territoires se trouve au cœur de ces nouveaux enjeux. J'ai dit donc que le nouveau combat pour aujourd'hui nos territoires vient de se rajouter donc par rapport à ces choses matérielles essentielles qui sont avant tout avoir de l'air, avoir de l'eau et avoir de l'ombre. 3 éléments majeurs qui seront au cœur de nos 20 prochaines années. Mais ça ne s'arrête pas là. Nous avons 3 luxes majeurs à récupérer. Le temps, parce que nous n'avons pas le temps, parce que nous subissons des mobilités pour des contraintes uniquement pour vivre. Mais il y a le temps, il y a l'espace, parce qu'on n'a plus d'espace, et le silence, parce qu'on est totalement entouré d'énormément de bruit informationnel qui nous empêche de voir la réalité des choses, l'objectivité. On est entouré des fake news, on est entouré donc ce qu'on appelle en français des intox. Donc l'air, l'ombre, l'eau, l'espace, le temps, les silences, ce sont des combats qui aujourd'hui sont indispensables pour que chacun de nous, urbains qui habitons également dans les villes moyennes, qui habitons également dans les petites villes, soient au rendez-vous avec l'histoire. Et c'est pour ça que j'ai dit à mes amis, présidents de métropole, je l'ai dit à Jean-Luc Moudan hier, président de France Urbaine que vous connaissez, mais je l'ai dit aussi au président de la Fédération de petites villes. Aujourd'hui, ce n'est plus l'heure de l'opposition entre la métropole, les moyennes villes, les petites villes. Ce n'est plus l'heure de dire je souffre plus à la campagne que je souffre plus à la métropole. Cette pauvreté que j'ai évoquée, 65% c'est dans les grandes villes, elle est aussi présente dans les villes moyennes et dans leur réalité, mais c'est avant tout une souffrance qui est exprimée sur le fait qu'on ne retrouve pas dans un environnement proche, dans 5 quarts d'heure, dans 120 minutes, dans 130 minutes, la manière d'accéder aux fonctions essentielles qui concernent l'humain. C'est pour ça qu'oser l'économie responsable, c'est aller vers un pacte social, environnemental, économique et territorial dans lequel chacun puisse prendre sa place. Nous vivons en France, et je terminerai là-dessus parce que je viens d'écouler mes 12 minutes, sur un État profondément jacobin. Nous avons aujourd'hui un héritage d'une centralisation aiguë. Mais nous avons aussi, chers amis, une difficulté avec nos collectivités territoriales à se poser également face à ces futurs d'une manière donc collective, d'une manière coordonnée et de manière organisée. Nous avons 36 000 communes en France aujourd'hui, chacun avec un maire, chacun une prérogative que je respecte et je suis profondément attaché, mais rappelez-vous qu'à l'ancien régime, avant la Révolution, il y en avait 40 000 paroisses qui étaient la manière effectivement pour le roi d'accéder à un lien territorial pour contrer donc les nobles et pour contrer donc c'est un contre-pouvoir territorial. Et que des 40 000 paroisses de l'ancien régime, nous sommes aujourd'hui à 32 000 communes en 172 ans. Ça n'a pas beaucoup changé en termes d'organisation territoriale. C'est précieux,
c'est précieux, ça fait partie des l'ossature de notre démocratie, mais nous devons aujourd'hui comprendre aussi que nous devons aller vers une démarche donc de coordination, d'agrégation, et c'est pour ça que le rôle de la coordination des maires, le rôle de la coordination des responsables locaux, il faut donner aux pouvoirs locaux une capacité d'action qui puisse effectivement être à contre-pouvoir par rapport à un État qui a toujours du mal à écouter la souffrance des territoires. Merci. Merci, M. Moreno. Merci, Monsieur Moreno. Alors, je retiens tout, en fait, de vos propos. Mais s'il fallait retenir une phrase qui va me permettre d'accueillir sur scène nos intervenants, c'est on a beaucoup pensé la transition. Il n'est plus seulement le temps de la penser, mais il est temps d'agir pour les transformations. Alors, j'appelle les acteurs de la transformation sur scène. Béatrice Agamemnon, d'abord. Vous êtes vice-présidente de Metz Métropole, en charge du projet métropolitain. Bienvenue. J'appelle également Emmanuel François, président de la Smart Building Alliance, une association qui regroupe les industriels de la Smart Construction. Vous nous expliquerez ce dont il s'agit. J'appelle également Cédric Berco, responsable des programmes d'investissement innovants et territoriaux de la Banque des Territoires. Bienvenue à Metz, bienvenue au Centre des Congrès. Monsieur Loïc Patner, je vous appelle également sur scène. Vous êtes animateur multimédia du Numéripôle de Bras-sur-Meuse, donc un espace qui forme les citoyens aux enjeux du numérique. Vous nous expliquerez votre action. Et puis Julien Trombini, notre lauréat des pitchs de ce matin, revenez sur scène et puis vous allez là vous aurez 5 minutes de plus finalement pour nous parler de ce que vous faites justement pour le bien-être des populations sur les territoires, un sujet dont M. Moreno a bien parlé ce matin. Asseyez-vous tous, voilà, on va prendre place. Et puis, tout d'abord, Béatrice Agamemnon, je vais aller chercher un micro pour vous, voilà. Puisque ma première question va être la suivante. Donc, vous êtes en charge de l'élaboration du projet métropolitain à Metz qui porte sans doute une vision smart. Enfin, quel territoire n'a pas envie d'être smart? Donc, quelle est, pour vous, qu'est-ce que Metz Métropole en version smart déjà? Quelle est la vision d'avenir pour Metz Métropole que vous portez? Alors, bonjour à toutes et à tous, et merci en tout cas pour cette invitation. Alors effectivement, Metz Métropole porte un projet métropolitain d'ampleur. Il faut savoir que Metz Métropole, pour ceux qui ne sont pas au courant, on est une toute jeune métropole puisqu'on a été créé qu'au 1er janvier 2018, donc on n'a que 12 mois d'existence et encore, donc très jeune métropole. Alors effectivement, tout le monde a envie d'être smart, mais qu'est-ce que être smart? Puisqu'on l'a bien vu tout à l'heure et vous le verrez, je pense que pendant tous ces jours, finalement, on donne au smart une connotation très technologique et très finalement technocratique et très numérique, alors que finalement le thème smart, et l'a rappelé Carlos Moreno il y a 2 secondes, c'est finalement avoir une dimension beaucoup plus humaine, beaucoup plus sociétale, et il faut y travailler de façon très précise. Voilà, alors pour notre métropole, en conséquence, ce que nous on souhaite, c'est avoir un territoire qui traite l'ensemble des dimensions, donc qu'on parle de la communication en matière de transport, très classique, mais aussi tout ce qui est technologie de l'information et de la communication. On a envie de développer l'humain, et comme ça vient d'être dit, effectivement, sans humain, on ne pourra rien faire au niveau de nos territoires. On souhaite aussi développer tout ce qui est croissance économique, parce que c'est essentiel afin de créer un cercle vertueux de croissance qui permettra aussi de secourir les plus pauvres d'entre nous. Et puis, bien entendu, il y a toutes les notions de développement durable qui rentrent dans cette notion. Donc, globalement, la ville intelligente telle qu'on l'entend, c'est une ville à la fois équitable, qui soit connectée, qui soit humaine, qui soit viable et qui soit durable. Alors, dans le cadre du projet métropolitain, nous avons travaillé avec l'ensemble des élus sur 3 grands axes. La métropole des liaisons européennes, donc à la fois matérielles et immatérielles. Et là, dans le terme smart, on va retrouver toutes les startups. On en a quelques exemples ce matin. Et avec une dimension, bien entendu, transfrontalière qui est évidente pour le développement de ces startups. On a ensuite la partie de la métropole de l'écologie humaine et urbaine.
Et là, on va retrouver dans le terme SMART tout ce qui est écologie, développement durable, proximité, service de l'humain. Et c'est vrai que le service des territoires, on avait parlé pendant l'élaboration du projet métropolitain des cœurs des villes qu'il fallait faire battre. Et on peut les faire battre aussi en connectant les gens aussi avec les réseaux. Et puis, le dernier thème, c'était la métropole à Rentec. Et bien entendu, on a des pépites sur notre territoire, j'y reviendrai sans doute tout à l'heure, dont Blida, que vous connaissez bien. Alors le terme SMART, finalement, dans cette acception, la métropole, c'est tout le volet sociétal. Après, on a la partie technologique, économique, qui vous sera présentée. D'ailleurs, vous avez une web TV, je fais un petit pitch pour ma collègue Marilyn Weber, qui est aussi vice-présidente à la métropole en charge du numérique, qui le présentera tout à l'heure. Mais on a aussi cette volonté d'avoir un territoire accueillant, qui donne un écosystème qui soit propice au développement des jeunes pousses, notamment des startups, avec à la fois en ouvrant des lieux, des savoirs, de l'aide, on parlait tout à l'heure de temps et de savoir-faire, pour que les startups elles puissent se faire preuve de leur concept et puissent éclore clairement sur notre territoire. Donc, à retenir, Metz Métropole, une ville connectée, mobile, enfin un territoire plutôt, un territoire à Rentec et un territoire qui met au centre aussi l'écologie humaine. C'est vraiment nos mots-clés et notre vision sur Metz Métropole. Je dis nous puisque je suis messine aussi. C'est très bien, je m'inclus. Hein. Il y a la vision que vous avez posée, mais finalement, vous ne l'avez pas écrite seule, évidemment. Il y a tout un projet de réflexion pour élaborer ce projet, pour transformer cette vision en action collective. Voilà comment Metz Métropole anime aussi avec l'ensemble des acteurs du territoire une dynamique pour aller vers cette vision commune. Alors finalement, le projet métropolitain, c'était justement un moment qui a été considéré comme étant majeur pour mettre en place cette dynamique collective et cette intelligence collective. Alors cette dynamique collective, ça a été aussi entraîné tous les élus dans cette logique. Metz Métropole, c'est 44 communes, une ville-centre, et effectivement, on n'est plus à la fracture entre les plus urbains, les périurbains et puis les urbains. Il faut qu'on ait une métropole qui soit inclusive et qui inclue et qui permette à chacun de se sentir bien avec l'ensemble des services. Alors nous, ce qu'on souhaitait, et c'était vraiment mon souhait quand j'ai été élue vice-présidente, c'est que le projet métropolitain ne soit pas un projet qui soit écrit sur un coin de table par des administrations, mais que ça soit vraiment un projet qui soit partagé par l'ensemble des acteurs. Et c'est là que l'intelligence collective est entrée en scène, et on a mis autour de la table des gens qui n'avaient absolument pas l'habitude de se rencontrer, alors que ce soit des acteurs du territoire très institutionnels, très VIP, des entreprises, des associations. On avait la société civile qui était représentée notamment par le CODEV, le Conseil de développement durable de Metz Métropole. On avait aussi un certain nombre de personnes, aussi la société civile, qui s'était portée volontaire pour l'élaboration du projet métropolitain. Et puis tous les parties prenantes, comme les ambassadeurs de Metz Métropole. Et ça nous a semblé extrêmement intéressant de mettre tous ces gens autour de la table, parce que ça a permis de détecter un certain nombre de signaux faibles qui étaient latents sur notre territoire, savoir pourquoi on n'était pas assez attractif par rapport à des jeunes qui ne restent pas chez nous et qui partent. Et puis, ça nous a permis de mettre en valeur et de faire partager tout un tas de réussites de notre territoire qui ont permis aux uns et aux autres de mieux se comprendre, de mieux appréhender le milieu dans lequel ils étaient. Et c'est là qu'on a, je pense, une belle victoire, c'est-à-dire on n'était pas très sûr de faire métropole. Et aujourd'hui, on est vraiment, je crois que les métropolitains ont maintenant confiance en eux et maintenant ils doivent s'affirmer à l'extérieur du territoire. Merci Béatrice Agamemnon pour cette présentation sur Metz Métropole, donc territoire métropolitain depuis le 1er janvier 2018. Mais aujourd'hui, comme nous parlons de Smart Territoire, nous parlons aussi de territoires de taille plus moyenne et du rôle aussi des associations au quotidien qu'ils peuvent jouer pour incarner justement ce Human Smart Territoire. Et là, je me tourne vers vous, Loïc Patner. Donc, vous venez de Bras-sur-Meuse. Alors, Bras-sur-Meuse, c'est un village qui est situé juste à côté de Verdun. C'est le village le plus connecté de France. Alors, pourquoi il mérite ce titre? Déjà, un petit élément de contexte sur votre territoire. Alors, bonjour à tous. Village le plus connecté de France, pourquoi? Parce qu'en fait, il y a des labels qui existent, ville internet, un petit peu comme les fleurs pour les villages. Et en fait, au niveau national, Bras-sur-Meuse a reçu 5 arrobases, ce qui est le maximum. Donc, voilà, à titre de comparaison, dans le Grand Est, il n'y a que 7
grandes villes qui ont eu ce label, et Bras-sur-Meuse, donc le village de 750 habitants. Donc le numérique va partout, pour peu qu'il y ait un maire motivé, c'est le cas à Bras-sur-Meuse, et puis également votre association qui anime cet espace du Numéripôle. Est-ce que vous pouvez nous décrire vos activités ? Voilà, donc c'est vrai que le Numéripôle existe, c'est grâce au maire de Bras-sur-Meuse. Ça fait plus de 10 ans que pour lui le numérique est très important, et donc il a été à l'initiative du Numéripôle. Donc le Numéripôle, c'est quoi? C'est un espace de formation qui est dédié au numérique. Le principe, c'est quoi? C'est la population, les gens viennent pour se former au numérique. On a constaté tout simplement qu'il y avait une fracture numérique au niveau matériel, mais surtout il y a une fracture au niveau des usages. Ça veut dire que les gens, ils savent qu'ils doivent s'y mettre, mais il faut les aider, il faut les guider, il faut les rassurer. Donc on est là à Bras-sur-Meuse pour ça, depuis 2010. Et donc pendant 8 ans, on a formé à peu près 600 personnes sur l'usage du numérique. Donc ça peut être aussi bien l'utilisation de l'ordinateur pour ses loisirs que pour tout ce qui va être démarches administratives, etc. D'accord. Concrètement, vous vous adressez plutôt aux jeunes, puisqu'ils ont besoin de connaître les outils numériques pour s'intégrer pleinement dans le monde du travail, ou aussi aux personnes, aux seniors, qui souhaitent rester branchés. Alors, à la base, c'est surtout les seniors, parce que c'est eux qui sont déconnectés. Ça peut être très compliqué quand on ne connaît pas, quand on n'a pas été formé, quand on ne l'a pas utilisé à l'école. Mais de plus en plus, on a des jeunes qui viennent pour des choses un peu plus spécifiques, ou alors aussi des parents, des jeunes parents qui veulent par exemple apprendre à maîtriser les réseaux sociaux, etc., pour pas se sentir totalement déconnectés. Donc j'ai envie de dire que ça touche un petit peu tout le monde. Et quel est l'impact finalement de tout ce pari numérique qu'a fait le maire il y a 10 ans à Bras-sur-Meuse? Est-ce que ça a empêché des gens de partir? Est-ce que ça a attiré une nouvelle population? Est-ce qu'il y a des entreprises aussi qui se sont installées sur le territoire? Alors depuis 4 ans, on a ouvert un espace de télétravail. En fait, on avait des locaux dans la mairie qui n'étaient pas utilisés. Et donc le maire, ce qu'il a fait, c'est qu'il a créé des bureaux pour attirer justement des entreprises. Le but, c'était quoi? C'était, comme on est dans une zone rurale, beaucoup de personnes se déplacent pour aller travailler à Metz, à Nancy, à Strasbourg, voire même en Allemagne. Et donc ces gens faisaient souvent de la route, ce qui était un petit peu embêtant pour eux. Et donc, au lieu de faire la route tous les jours, les entreprises ont mis à disposition, on loue un bureau dans ces locaux, et les gens travaillent sur place pour éviter tous ces déplacements. Donc en fait, ça permet déjà de garder l'économie sur place, parce que ces gens-là, peut-être qu'au bout d'un moment, ils en auraient eu marre, et donc ils seraient peut-être installés hors du département de la Meuse, hors de la région Lorraine, voire même à l'étranger. Et donc, on garde cette population, parce qu'on a quand même un cadre de vie qui est sympa dans le monde rural. Et donc, ça permet de garder, comme je dis, de l'économie sur place. Et surtout, au niveau de la mairie, il y a des baisses de dotation de l'État, c'est vrai. Et justement, ça fait un petit peu rentrer l'argent, et donc qui peut servir après pour de nouveaux projets. Un dernier dispositif dont on n'a pas encore parlé, c'est le Repair Café. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Parce que je pense que ce n'est pas forcément encore quelque chose que tout le monde connaît. Et pourtant, ça a un vrai intérêt aussi. Oui, donc tous les mois, on organise ce qu'on appelle un Repair Café. C'est quoi? C'est des gens qui viennent pour réparer des objets du quotidien. Je ne sais pas, par exemple, vous cassez votre machine à café, etc. On va vous aider à la réparer, pour éviter justement de racheter une machine à café, parce que souvent c'est vraiment une petite panne, et donc ça va permettre de consommer autrement, on va réparer au lieu de racheter. Voilà, donc finalement, vous luttiez, avant même que la loi ne le demande, contre l'obsolescence programmée, en quelque sorte. Oui, c'est ça. Donc, ce qui est intéressant avec l'exemple que vous montrez aujourd'hui, c'est finalement que le numérique est une vraie arme pour les territoires ruraux, pour maintenir leur population, en plus finalement du cadre de vie qui est naturellement agréable et que vous offrez. Oui, tout à fait. Je prends l'exemple du maire de Bras-sur-Meuse.
Avant, on lui demandait, quand on arrivait dans sa commune, est-ce qu'il y a une école, est-ce qu'il y a un boulanger, etc. Et maintenant, les premières choses que les gens demandent, c'est est-ce qu'il y a du réseau pour le téléphone, est-ce qu'il y a du haut débit, et s'il n'y a pas ça, les gens ils vont peut-être aller autre part. Voilà. Donc ça permet de maintenir la population, voire même d'en gagner. Et voilà, et c'est vrai que Bras-sur-Meuse est juste à côté de Verdun, donc c'est un territoire qui était spécialement exposé à cette problématique d'attractivité. Restons sur cette question de l'humain. On a vraiment commencé cette table ronde par les acteurs qui sont au plus près des citoyens, alors que vous les concertiez, que vous les aidiez justement dans leurs questions quotidiennes, ou que vous étudiez leur bien-être, comme vous le faites, Julien Trombini, donc cofondateur de la startup Touaille. Alors déjà, pour vous, quelle est la vision d'un territoire smart, et du coup, quelles solutions vous avez développées au service de cette vision ? La vision que l'on a d'un territoire smart, ou d'un territoire même pas smart, c'est pas vraiment le sujet, c'est de pouvoir avoir conscience du ressenti des citoyens quasiment à tout instant, et de la façon dont ils vivent sur ce territoire. Même sur les territoires de petite taille, toutes les rues ne sont pas les mêmes, tous les quartiers ne sont pas les mêmes. La population qui habite est différente et leurs problématiques également. Et on a fait le constat qu'aujourd'hui, il y a une réelle difficulté pour appréhender cette information. Les personnes qui se plaignent sont généralement toujours les mêmes, et ceux qui répondent toujours aux mêmes questions. Les questions sont toujours phrasées de la même façon et orientent les réponses. Et ça génère beaucoup de troubles et beaucoup de bruit pour les personnes qui doivent prendre des décisions de management du territoire. Que ce soit des politiciens ou des acteurs, quels qu'ils soient, c'est extrêmement difficile d'avoir un message clair, et c'est encore plus difficile de pouvoir évaluer les actions que l'on a menées. Savoir si effectivement on est bien rentré en contact avec la population cible que l'on souhaitait toucher sur cette mesure, et si l'action que l'on a menée, le changement que l'on a orchestré, a effectivement généré une plus-value pour le citoyen. Et nous, on a résumé la plus-value, je dis bien, j'emploie bien le mot résumé, mais au bien-être. Bien sûr, ce n'est pas le seul facteur qui permet aux gens de mieux vivre, on l'a vu dans l'exposé qui a été présenté, mais c'est un facteur très important qui n'est pas mesuré aujourd'hui. Alors pour améliorer les constats, l'étude finalement des décideurs par rapport au ressenti des personnes sur un territoire, vous utilisez finalement, vous regardez, vous lisez sur le visage des gens au final. Voilà, quelles solutions oui. vous développez, et puis où, si vous pouvez nous donner aussi quelques exemples concrets. Oui, effectivement, la technologie qu'on utilise, c'est une technologie de vision par ordinateur. Donc au même titre que l'œil humain va pouvoir déterminer si vous êtes un homme ou une femme, votre âge approximatif et les émotions que vous avez à l'instant T, on entraîne des ordinateurs à identifier ces mêmes critères. Donc en fonction des infrastructures où on est présente, on est capable de fournir un état des lieux de la fréquentation jour par jour, mois par mois. Ça, c'est la technologie que l'on utilise, mais au-delà des émotions, des facteurs simples comme le facteur ou comme le paramètre homme-femme, donc le genre, et c'est aussi ce sur quoi on oriente la société, c'est-à-dire une lutte contre la et les discriminations au sens large. C'est-à-dire qu'un territoire où l'on sait que les hommes et les femmes sont approximativement d'égale proportion, c'est évident qu'on n'est pas répartis de la même façon sur le territoire. Et le fait qu'on ne soit pas répartis de la même façon ne veut pas forcément dire qu'il y a un problème, mais dans certaines zones où les proportions sont aux extrêmes, ça peut au moins valoir la peine de se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas un problème sous-jacent? C'est un axe qui n'est pas centré sur l'émotion cette fois-ci, mais sur le genre.
Alors, utiliser finalement la machine pour en tirer des observations presque sociologiques qui vont aider les décideurs politiques, notamment, à prendre de meilleures décisions d'aménagement. C'est une technologie du futur, on va voir ça dans 5 ans, dans 10 ans, ou c'est déjà une technologie du présent? Et si oui, dites-nous où pour qu'on aille étudier ça, nous aussi. Oui, non, la technologie est déjà présente puisque les premiers chercheurs ont travaillé dessus depuis les années 80. Donc c'est sorti des laboratoires, c'est extrêmement robuste. Je vais avancer sur 2 petits exemples très, très ponctuels. Donc, on travaille sur des problématiques, par exemple l'identification de vélos. Alors comme ça paraît un peu sans conséquence, mais aujourd'hui on a des ayatollahs de la piste cyclable, c'est très bien, je suis pour, mais est-ce qu'il faut en mettre partout ou est-ce qu'il faut en mettre aux endroits où les gens en ont besoin? Et être capable de quantifier le flux de vélos dans les rues des villes, ça permet de mettre des pistes cyclables aux bons endroits. Un autre exemple, on a aussi des algorithmes qui travaillent sur la reconnaissance de personnes à mobilité réduite. Et l'objectif, c'est de savoir est-ce que des rues commerçantes, qui bien souvent sont des rues piétonnes et dans nombre de cas sont des rues pavetées, représentent ou pas une barrière à la fréquentation des personnes en fauteuil roulant. Donc on est sur ces axes-là. Et pour répondre à la technologie, est-ce qu'elle est présente? Oui, elle est présente. En France, beaucoup moins que dans certaines autres parties du monde. Par exemple, une région comme le Moyen-Orient est beaucoup plus centrée sur cette technologie-là. Et je voudrais balayer très rapidement les préjugés de type oui, les données privées n'ont pas d'importance dans cette zone géographique du monde. Au contraire, ils sont extrêmement orientés sur les données privées, extrêmement sensibles à l'information, au fait qu'ils ne veulent pas que les personnes soient traquées et soient enregistrées en base de données. Donc ce n'est pas forcément un régime politique particulier qui est bénéfique à l'expansion de la technologie. C'est, je pense, une prise de conscience qui montre qu'un territoire peut être géré de façon plutôt qu'ils ont besoin de données en temps réel et constantes dans le temps, et aussi de façon macroscopique sur leur territoire. Touaï, vous travaillez justement avec un pays du Moyen-Orient pour expérimenter une solution ou en déployer une? Oui, on travaille avec l'Émirat de Dubaï. Alors, c'est pas... du moins, les liens sont évidents puisque ils souhaitent développer, ils ont développé le ministère du Bonheur qui fait un recensement du bien-être sur le territoire. Ils ont également la rue du Bonheur. Voilà, c'est peut-être un peu plus marketing, mais ils sont vraiment ancrés dans cette problématique. Et pour donner un exemple qui moi, m'a beaucoup parlé, à l'entrée, alors c'est en implémentation, mais à l'entrée des bouches de métro, là où nous avons des tourniquets, eux ont également des barrières qui laissent passer, et ces barrières laissent passer uniquement si vous leur souriez. Alors, et comme ça fait sourire comme expérience, mais ça a un vrai impact sur la façon dont on approche les situations. C'est-à-dire que autant l'expression génère la mimique faciale que l'inverse est vrai. La mimique faciale génère l'émotion. Plus vous souriez, plus vous vous sentez heureux. Et le simple fait de demander à une personne, quand elle rentre dans un flux, quand un flux de masse entre dans une zone, et leur demander de prendre 1 seconde pour sourire, ça crée une barrière mentale avec les problèmes qu'ils ont pu avoir avant et la façon dont ils vont aborder ce qui est devant eux. Alors l'un des enjeux qui va finalement toucher aussi bien le bien-être quotidien des personnes que les réflexions stratégiques pour l'aménagement du territoire, c'est la question cruciale du bâti. Et là, je me tourne vers vous, Emmanuel François, vous êtes président de la Smart Building Alliance. Déjà, pouvez-vous nous dire quelques mots de la Smart Building Alliance? Qu'est-ce que c'est? Et puis, qu'est-ce que vous défendez dans cette association professionnelle? Bonjour, merci pour cette invitation. Donc, effectivement, la Smart Building Alliance for Smart Cities est une association que j'ai cofondée il y a 5 ans, avec cette vision que le monde changeait et qu'il fallait accompagner tous les acteurs du bâtiment, de la ville, sur cette transition. Aujourd'hui, c'est à peu près 300 membres, plus de 300 membres. On part du composant électronique jusqu'au traitement de la donnée en intégrant la maîtrise d'œuvre, la maîtrise d'ouvrage, les collectivités, les usagers, le monde de l'installation, de l'exploitation. Et c'est ensemble qu'on repense le bâtiment et la ville de demain.
Alors pour penser concrètement, il y a donc l'envie de faire ensemble à travers cette association professionnelle, mais après il faut effectivement dans tout projet de construction ou de rénovation se coordonner concrètement entre eux, vous l'avez dit, des métiers extrêmement différents. Donc vous avez travaillé sur un référentiel. Voilà, est-ce que vous pouvez nous présenter ce référentiel? Alors tout à fait, je vais vous parler de ce référentiel, mais tout d'abord je souhaiterais rebondir sur ce qui a été dit et pour qu'on comprenne qu'il y a une logique. Je rebondirai sur ce que disait Carlos Moreno. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde ici dans la salle partage qu'on est face à des enjeux majeurs, économiques, environnementaux, sociétaux. Et je pense également, nous pensons, que notre monde est arrivé à ses limites et qu'il est nécessaire de repenser nos modèles, nos systèmes à 180 degrés. À ce titre, nous pensons que le numérique est une opportunité, voire un cadeau, à condition que nous l'utilisions à bon escient. Toute civilisation, toute nouvelle civilisation est née sur des ruptures technologiques. Il y a eu l'écriture, il y a eu l'âge de fer, l'âge de bronze, il y a eu la voie romaine, il y a eu l'imprimerie, il y a eu l'électricité, etc., etc. Et fin de 1990, Internet. Eh bien, je dirais que quelque part, Internet doit être la voie romaine de notre civilisation. Et il y a un enjeu historique. On ne doit pas prendre ça à la légère. C'est effectivement maintenant, ce n'est pas demain, ça concerne l'avenir de notre civilisation. Sur les 100 dernières années, nous avons construit des bâtiments, nous avons construit des territoires qui sont aujourd'hui très segmentés, très centralisés. On a créé des ghettos où on vit, des ghettos où on travaille, des ghettos où on se cultive, des ghettos où on commerce, avec des mouvements pendulaires gigantesques de personnes qui se déplacent d'un lieu de travail à un lieu de divertissement, à leur logement, qui conduit aujourd'hui là où on en est, au vrai problème. Et je dirais aujourd'hui, grâce au numérique, il est possible d'inverser cette tendance. Il faut repenser l'usage dont on fait des bâtiments et les territoires. On a des bâtiments qui sont figés, il faut aller vers des bâtiments multi-usages, pluriels. Il faut retourner vers cette économie de proximité qui était celle d'il y a avant le XXe siècle, vers peut-être beaucoup plus de proximité. Alors, un exemple de bâtiment multi-usage pour... Alors, ces exemples de bâtiments multi-usages, ils sont en train de se construire, en train de se penser. Mais pour illustrer ce que je vous dis, on parle pour montrer que les activités sont en train de changer, les activités humaines. On ne parle plus de travail, hein, on parle beaucoup de télétravail. On ne parle plus forcément de commerce, on parle de e-commerce. On ne parle plus forcément de santé, on parle d'e-santé. On ne parle plus forcément d'enseignement, on parle de MOOC. Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire un bâtiment multi-usage? Et c'est plutôt un quartier multi-usage. C'est-à-dire qu'en fait, à l'échelle d'un quartier, 400 mètres pour une ville ou 44 km pour une zone urbaine, eh bien, je vais pouvoir avoir tous les services à l'échelle de ce quartier. Alors un bâtiment multi-usage, c'est-à-dire que dans ce bâtiment ou dans ce quartier, j'ai à la fois du travail, du logement, du commerce éphémère, de la santé, de l'e-santé, j'ai de la culture, l'amphithéâtre qui est ici. Cet amphithéâtre, il ne va pas être uniquement pour des conférences, il peut être aussi pour de la culture, pour de l'enseignement pendant la journée. Le restaurant d'entreprise, on va s'en servir aussi comme une salle de réunion, on va s'en servir aussi comme un restaurant pour le soir, pour des collectivités, pour du plaisir. Le logement, aujourd'hui on a des logements 3 pièces, 4 pièces, mais on se rend compte que les familles sont en train de changer, monoparentales, elles divorcent, etc. Et en fait, on a des structures figées. Eh bien, ces bâtiments, ils sont beaucoup plus flexibles, avec les promoteurs qui repensent ces logements. C'est un espace de 40 mètres carrés et autour, beaucoup plus de partage. On est sur une économie de partage. Ça, c'est ce qu'on peut comprendre de l'Internet. L'Internet apporte le partage et apporte la décentralisation. Et donc, le partage entre justement les membres de la Smart Building Alliance, c'est fait à travers ce petit référentiel. Je voudrais quand même que Alors oui, ce référentiel, mais oui, exactement. Mais pour ce référentiel, pour ce que je vous dis, il y a un prérequis. C'est être connecté et être communicant.
nous sommes connectés. Les véhicules commencent à être connectés. Eh bien, les bâtiments et les territoires doivent être connectés. Et ce n'est pas dans 10 ans, c'est maintenant. C'est le prérequis. Mais pour être connecté et communicant, il faut quoi? Il faut de la confiance. Il faut qu'on ait confiance. Il faut que les investisseurs aient confiance. Et c'est ce que la SBA s'est dit. Il faut qu'on amène ce cadre de confiance numérique pour les bâtiments, d'une part, et ensuite pour les territoires. Ce cadre de confiance, on est abouti pour les bâtiments. Il s'appelle Ready to Service. Pourquoi Ready to Service? Parce qu'en fait, le bâtiment devient une plateforme de service. J'ai dit un bâtiment multi-usage, pluriel. Eh bien, le bâtiment, effectivement, n'est plus dédié à un service, le logement, le commerce, le travail. Il est pour X services. Et donc, il faut un bâtiment multiservice. Et c'est l'objet de ce cadre de référence. Je vais donner un exemple. Aujourd'hui, si on parle d'un bâtiment tel qu'il est aujourd'hui, vous avez une infrastructure numérique éventuellement pour l'éclairage, une autre pour la sécurité, une autre pour le chauffage, une autre pour l'assistance aux personnes dépendantes. À chaque fois, c'est une infrastructure, des équipements. Et vous empilez ça. Et ça coûte cher. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne peut pas déployer au niveau massif. On parle aujourd'hui d'économie d'énergie à l'échelle de la planète, à l'échelle de la France. Mais en fait, on veut déployer des systèmes d'économie d'énergie, mais ensuite, on veut s'occuper des vieux. Et on dit, on va s'occuper de systèmes d'assistance à la personne dépendante. Et à chaque fois, on empile des systèmes. Ready to Service permet de mutualiser. C'est-à-dire que je fais un investissement, une infrastructure numérique pour le bâtiment, unique à tous ces services. Et ensuite, j'investis éventuellement sur quelques capteurs, quelques actionneurs qui vont permettre à coût marginal d'apporter ces services. Aujourd'hui, je pense que l'énergie est l'enjeu majeur pour porter le numérique dans les bâtiments, dans les territoires, et ensuite d'apporter d'autres services. Il ne faut pas se tromper de combat. Le monde est en train de devenir électrique, les véhicules deviennent électriques, et il faut savoir que l'enjeu, il est dans 5 à 6 ans. On sera obligé de piloter intelligemment l'énergie électrique, et c'est pour ça qu'il faut effectivement avoir ce cadre de confiance. Et donc nous sommes effectivement en train de transformer nos modes de faire. Les élus changent leur manière de penser. Les citoyens se transforment aussi en acteurs intelligents, capables d'évoluer dans le numérique. Les startups sont là pour aussi apporter des solutions. Et vous êtes à la fois accompagnateurs et déclencheurs de ce changement. Et puis il nous manque quand même la Banque des Territoires, qui est un acteur qui accompagne justement ces différentes transitions. Alors déjà juste, on la connaît toute en fait sans peut-être la reconnaître, la Banque des Territoires. Cédric Verpeau, pouvez-vous nous présenter ou nous représenter ce qu'elle est? Oui, bonjour à toutes et à toutes. Alors déjà, nous aussi, on a changé de nom déjà, donc ça c'est pour commencer. Alors, évidemment, tout le monde connaît la Banque des Territoires. Pour les quelques qui ne la connaîtraient pas, en fait, c'est le nouveau nom de la Caisse des dépôts, en tout cas des entités de la Caisse des dépôts qui travaillent avec les collectivités, soit dans le financement de projets locaux, soit dans l'accompagnement, dans l'ingénierie des collectivités. Donc la Caisse des dépôts, c'est un financeur historique des grandes infrastructures, mais c'est aussi un financeur des infrastructures, des nouvelles infrastructures et des nouveaux services. On est cofinanceur et co-investisseur dans le projet, par exemple, de couverture très haut débit sur la région Grand Est. Et puis on finance aussi des nouveaux services, des services innovants liés à la mobilité partagée, liés aux smart grids, liés à la data. Donc cette évolution, elle est assez naturelle pour nous de passer des infrastructures traditionnelles aux nouvelles infrastructures et aux nouveaux services. Alors, quelle est la vision portée par la Banque des Territoires sur justement l'apport de l'utilisation des outils numériques pour le développement des territoires? Est-ce que c'est un vrai service? Je pense qu'on est plutôt d'accord, mais est-ce qu'il y a des mais justement à cette vision sur laquelle on semble tous d'accord? Alors pour l'intérêt et les bénéfices, je crois que déjà le programme de toute la journée montre qu'il y a énormément de choses à faire, que ce soit sur les sujets de la mobilité, de l'énergie. Il y a énormément de choses à faire. Il y aura évidemment de plus en plus de services publics qui s'appuieront sur de la data, qui s'appuieront sur de l'intelligence artificielle, qui déclencheront des interventions automatiques du service de la voirie, qui permettront
plus intelligents sur la manière de comprendre la mobilité dans la ville en croisant plein de data, etc. Donc ça, le potentiel, je vais pas m'attarder dessus parce que c'est la richesse de toutes les tables rondes de la journée. Je crois que c'est assez évident. Mais il y a un mais? Oui, il y a un mais. Il y a même 2 ou 3 mais. Mais avec du positif. Mais lesquels? Avec du positif. Déjà, et je rebondis sur ce que disait Carlos Moreno en introduction, être smart, intelligent, c'est pas uniquement de la techno. Donc il y a plein de choses innovantes, et même sans être innovantes, il y a plein de choses nouvelles qu'on peut faire et qu'on peut déployer sur les territoires. La semaine dernière, par exemple, on a croisé une start-up dont la proposition de valeur, c'est de repeindre les toits d'immeubles en blanc. Alors ça paraît pas ultra techno et ultra innovant, mais ça permet, et en plus, il réemploie des personnes en insertion. Donc ça, c'est le genre de projet qu'on aime bien à la Caisse des Dépôts. Et peindre le toit d'un immeuble en blanc, ça permet de réduire de 2 à 3 degrés l'effet calorifique. Donc on n'est pas obligé de réfléchir, quand on réfléchit efficacité énergétique, à avoir 1 million de capteurs du traitement de la data. Alors on peut l'avoir aussi, mais ce genre de projet, on aime bien parce que c'est pas techno, mais c'est vraiment du développement, c'est des emplois, et puis c'est aussi efficace, ou peut-être même plus que des capteurs. En tout cas, c'est complémentaire. Après, le deuxième mais, c'était pour que on ait en tout cas en tête de ne pas fantasmer collectivement sur, je sais que ce n'est pas le cas des gens ici, mais je dis c'est un message pour les autres. Évidemment, en Grand Est, non, il n'y a pas de fantasme évidemment, collectif, évidemment. Mais ailleurs, voilà. Sur les capacités des collectivités et de tous les territoires de traiter ces nouveaux sujets. Toute la journée, on va parler, je pense, de data, d'intelligence artificielle, mais les collectivités sont encore loin de là, très loin de là. On travaille, nous, avec les plus grandes métropoles, et même les plus grandes métropoles, quand elles ont un data scientist, c'est quelqu'un qui va rester quelques mois, puis après qui va aller en start-up. Donc, dernièrement, là, on a cofinancé l'observatoire de l'open data dans les territoires. Parce que tous les sujets dont on va parler aujourd'hui, s'il n'y a pas la data disponible, il n'y aura pas demain l'intelligence artificielle. Il faut savoir que la loi, elle oblige 4500 collectivités à ouvrir leurs données, à les partager pour que demain il y ait des services innovants. Aujourd'hui, il n'y en a que 350 sur 4500. Et dans les 350, quelles sont les données ouvertes? Quelles sont la qualité des données? C'est encore une autre limite. Et puis la deuxième limite, c'est aussi la capacité des collectivités de comprendre ces nouveaux services, la capacité d'ingénierie interne. Je prends un exemple. Si demain on a de plus en plus de services liés à l'intelligence artificielle, on voit bien qu'on ne va pas avoir des chercheurs en intelligence artificielle ou des data scientists dans toutes les collectivités. Donc comment, si je délègue à des prestataires, je contrôle la qualité du service public? Donc là, on est sur aussi un enjeu de souveraineté demain si on délègue de plus en plus de services à l'intelligence artificielle. Alors maintenant, le point positif, je rebondirai encore sur l'exposé introductif de Carlos Moreno, qui est toujours inspirant. Alors, il nous faisait la liste de toutes les villes dans lesquelles il était allé dernièrement, New Delhi, Tokyo, Rio, enfin j'exagère un peu peut-être, mais c'était pour rebondir dessus. Nous, c'est plutôt Sedan, Châteauroux, Toul, et donc ça nous fait aussi rêver, ça. Pourquoi? Parce que c'est là où il y a les vrais enjeux. Je sais que Carlos aussi est très, très motivé pour aller dans les territoires. Je m'appuyais sur son propos pour rebondir, mais on met 1,7 milliard d'euros sur un plan qui s'appelle Action Cœur de Ville et qui vise 222 villes moyennes. Et c'est ces villes-là qui sont en manque d'ingénierie, en manque de sensibilisation et en manque d'investissement. Donc pour terminer et paraphraser un des termes du colloque, moi je dis oser aller dans ces territoires. Donc si vous avez des projets de développement d'énergie, de revitalisation du commerce, de centre-ville, de mobilité, vous avez besoin de financement et que vous êtes en capacité d'accompagner ces territoires, la Banque des territoires est là pour vous accompagner aussi, vous. Et là, cet appel, vous le passez aux élus ou aux startups aussi, ou aux associations qui portent ces solutions? À tous ceux qui ont des projets, donc les startups, les sociétés, qu'elles soient startups ou pas, aux cofinanceurs et aux collectivités. Je dis, il y a 1,7 milliard d'euros d'investissement, de prêts, d'accompagnement pour ces 222 territoires. Et puis il y en a
aussi d'autres qu'il faut accompagner. Donc n'hésitez pas à venir nous voir si vous avez des projets. Donc vous restez à Metz jusqu'à ce soir. Donc vous serez au centre des congrès toute la journée. On va vous croiser ça et là. On va vous voir. Oui. Bien. Eh bien, écoutez, je vous remercie tous les 5 d'avoir partagé avec nous vos constats, votre vision, des pistes de solutions concrètes. Et des solutions concrètes, il va y en avoir encore beaucoup aujourd'hui dans l'événement Oser l'économie demain sur les thèmes Smart Building, Smart Territoire. D'abord sur le village des startups où justement on va vous retrouver, Julien, et vous exposer et vous pourrez présenter plus concrètement encore les solutions de Touaille, et puis 3 Wave TV qui vont reprendre justement des thématiques qu'on a abordées aujourd'hui.